Bonjour à toutes et tous. Écoutez, on devait avoir une petite vidéo qui devait lancer, un petit jingle qui devait lancer ce webinaire du Club CIC International. J'ai l'impression qu'elle n'est pas lancée et pas partie. Peut-être va-t-elle le faire. Donc, sinon, écoutez, bonjour à toutes et tous. Et donc, j'ai vu Pascal Bouvet, je suis le responsable du Club CIC International. Et comme vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui pour un webinaire d'une heure environ qui va traiter de la RSE et pourquoi la RSE est un accélérateur d'accès au marché à l'international. Je vais vous présenter nos deux intervenants du jour dans quelques instants qui vont développer ce thème, évidemment. Simplement vous rappeler qu'aujourd'hui, le Club CIC International, c'est 1200 entreprises adhérentes, un peu de partout en France. Que le Club CIC International, c'est aussi des webinaires comme nous le faisons aujourd'hui, mais des réunions entre adhérents un peu de partout sur le territoire national. C'est aussi une app. Ça aurait dû être la vidéo que vous auriez dû voir, mais vous pourrez la retrouver sur notre site, par exemple, ou sur l'app, bien sûr. Une app communautaire qui vous permet de vous inscrire aux événements, vous inscrire aux formations. Le club est formateur agréé. Nous avons un catalogue de formations sur des formations techniques, mais aussi sur des formations, on va dire, commerciales. Et je vous invite vivement, vous, chefs d'entreprise, à regarder nos formations parce qu'elles sont dignes d'intérêt, croyez-moi. C'est aussi l'app, la manière la plus simple et la plus directe d'accéder à nombre de nos bureaux de représentation CIC à travers le monde, d'échanger avec eux, de leur poser les questions qui peuvent vous sembler pertinentes pour votre développement à l'international. Voilà, en quelques mots, je vous ai brossé un petit portrait du club. Et tout de suite, on va rentrer, je vais présenter mes invités du jour, les intervenants du jour. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Céline Péry-Saint-Faber, qui est Managing Director chez ABGI, et Paolo Cebat, qui est, comme vous le voyez, Directeur du développement international chez ABGI. Voilà. Je vais les laisser, bien évidemment, se présenter un peu plus avant. Donc, pour rappel, ce webinaire du Club CIC International va durer environ 1 heure. Vous pouvez, tout au long de la présentation, poser vos questions dans le chat. En fin de présentation, nos intervenants tâcheront d'y répondre au mieux. Sachez que si jamais on ne pouvait pas répondre à la question, ou si le temps nous prenait, bien sûr, nous vous recontacterons pour tenter d'apporter une réponse. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Je crois qu'il est l'heure de rentrer dans le vif du sujet et dans ce webinaire avec la présentation de Céline et de Paolo. Donc, je vous laisse la main. Merci Pascal. Oui, on va se représenter très rapidement avec Paolo. Bonjour à tous et à tous. On est ravis d'être là aujourd'hui pour vous parler effectivement de la RSE comme accélérateur d'accès au marché à l'international. Je suis donc directrice associée chez ABGI sur les sujets d'ESG et de sustainability. Donc, nous accompagnons tous nos clients sur ces sujets en France, mais aussi à l'international. Et je vais laisser Paolo se présenter, vous présenter ABGI pour que vous compreniez les contours de nos périmètres d'intervention. C'est parfait. Merci beaucoup, Céline. Merci, Pascal. Moi, je m'appelle Paolo Cebat. Je suis le responsable pour la stratégie et développement d'ABGI à l'international. Je me présente ABGI. ABGI, c'est un cabinet de conseil en stratégie et opération. Et nous sommes basés dans 4 piliers. Donc, c'est innovation, performance, technologie et ESG. Notre société existe depuis 35 ans dans les conseils. Notre cœur de métier, c'est l'innovation. Et comme je vous avais dit, on avait développé des expertises additionnelles justement pour complémenter et
faire cette combinaison d'expertise, innover, performer, se transformer et agir durablement, ça fait partie ça aide nos clients à se développer, pas qu'en France, comme Céline a dit, mais à l'international aussi. Donc pour ça, nous avons aussi 8 implantations internationales. Donc nous sommes implantés au Canada, aux États-Unis, au Brésil, au UK, en République d'Irlande, en Allemagne et aussi en Pologne, bien sûr, au-delà de la France. Ok, on peut avancer. Au-delà de ces implantations internationales, nous avons aussi des partenaires stratégiques dans plusieurs pays où on peut aider nos clients aussi dans le territoire où BGI n'est pas encore présent. Donc, nous avons des partenariats avec ces cabinets de conseil aussi pour aider, pour élargir notre scope de travail autour du monde. Aujourd'hui, à BGI, au total, nous sommes 600 collaborateurs au monde, dont 280 en France. On génère environ 80 millions d'euros de chiffre d'affaires dans tous les périmètres. Et on travaille avec plus de 3800 clients dans plusieurs secteurs d'activité dans ces pays que je vais mentionner. Donc ça c'est juste pour clôturer, je vais faire la main sur les slides. Là. Donc à BGI, c'est avec donc Céline va vous présenter aussi les piliers ESG et durabilité. Et là, je vous laisse la main, je pense que c'est le prochain slide déjà, Céline. Merci, Paolo. Effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet et pourquoi on considère que la RSE est un accélérateur d'accès au marché à l'international. On va déjà commencer par poser le cadre de cette intervention et revenir sur le fait que, de notre point de vue en tous les cas, et c'est pour ça qu'on accompagne nos clients aussi sur ce sujet, elle est, tout comme l'innovation, les opérations ou encore l'accompagnement sur le digital que l'on fait, elle est créatrice de valeur et devenue incontournable aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie RSE? Je pense qu'il est important de rappeler qu'aujourd'hui, une stratégie RSE, c'est l'intégration des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans la stratégie business d'une entreprise. Mais aussi, comme je l'ai marqué, sur ses activités opérationnelles et de management. C'est absolument pas un sujet à part à traiter en silo. Un sujet qui serait décorrélé en fait de votre stratégie de développement, de votre stratégie de développement en France ou à l'international et stratégie de croissance. On a vraiment, en tous les cas, cette conviction que la RSE est 100% intégrée et qu'elle va permettre demain, alors certes, de réduire les risques, d'avoir une certaine maîtrise des coûts, mais aussi de vous permettre de renforcer votre capacité d'adaptation, de résilience face à tous les enjeux auxquels aujourd'hui nous faisons face et qu'elle va être créatrice de valeur aussi bien pour vous que pour vos clients, que pour vos collaborateurs. Donc, il y a aussi un effet extrêmement positif dans le traitement de cette RSE dans la stratégie globale de l'entreprise. Pourquoi on vous propose ce sujet aujourd'hui? C'est qu'on considère que la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, c'est absolument plus un choix avec des politiques volontaristes, par exemple, mais c'est un passeport pour le développement et notamment pour le développement à l'international. On a remis ici quelques chiffres pour poser le contexte et dire que quand on regarde au global, il y a plus de 70% des marchés publics internationaux qui intègrent déjà des critères RSE.
On a aussi quasiment 80% des investisseurs qui placent les critères ESG, donc économique, social et de gouvernance, au cœur de leurs décisions d'investissement. Ça veut dire que votre stratégie RSE est extrêmement regardée, passée au radar et que vous devez produire demain, en tous les cas, des indicateurs qui viennent prouver et appuyer ce que vous faites. On a aussi, et je pense que ça, vous avez pu le voir, les grandes entreprises exigent de leurs fournisseurs, de quasiment tous leurs fournisseurs, même si vous êtes petit, des données ESG, parce qu'elles-mêmes sont soumises à des réglementations et donc doivent répondre à des obligations réglementaires au niveau européen comme français. Et aujourd'hui, on a aussi que les États eux-mêmes conditionnent de plus en plus les aides et subventions et les contrats publics à des critères RSE. Pour preuve, à partir de l'année prochaine, 100% des appels d'offres publics en France auront à minima un critère ESG discriminant dans l'appel d'offres. Et on verra, et Paolo va vous le partager, il en va de même au UK, au Canada aussi, par exemple. On a mis sur le côté 2 citations pour vous rappeler aussi qu'au-delà du périmètre national ou européen, purement européen, on a aussi une dynamique internationale qui pousse ce sujet. On a notamment alors la Chine qui a adopté ce qu'on appelle le principe de double matérialité l'année dernière. Donc, le principe de double matérialité, c'est l'évaluation, la priorisation des enjeux auxquels le pays est soumis et donc ses propres entreprises. Et donc, on voit que des pays comme la Chine, mais on verra aussi que le Brésil fait de même, s'inspirent très fortement des réglementations européennes pour intégrer l'ESG dans ses stratégies nationales et après dans ses stratégies d'entreprise. Et il y a eu aussi l'année dernière, et ça continue cette année, avec le backlash qu'il y a eu un petit peu, énormément de patrons d'entreprises qui disent ouvertement qu'il faut continuer de s'engager et de continuer à réconcilier vraiment performance économique et performance extra-financière, c'est-à-dire performance sur le volet social et environnemental. L'objectif vraiment du webinaire, pour le rappeler à tout le monde, c'est de comprendre comment, étant donné ce cadre et ce contexte, vous pouvez anticiper et transformer la RSE comme un vrai levier de croissance. Comment vous pouvez profiter de cette dynamique, comment, même si vous n'êtes pas soumis à la réglementation, vous pouvez vous emparer du sujet pour en faire un vrai sujet d'engagement et un sujet stratégique que vous implémentez en votre cœur. La RSE, de notre point de vue, c'est une vraie opportunité, effectivement, pour les entreprises. Et quand on accompagne nos clients, et c'est vraiment une conviction très forte chez nous, et qu'on voudrait aujourd'hui vous passer, c'est qu'on va passer de la contrainte, peut-être perçue comme telle de votre côté, vers plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'avantage compétitif. Effectivement, juste un petit rappel, et ici j'en ai listé que 8, mais on peut se dire que la RSE, alors tout d'abord, je pense que vous l'avez compris, elle facilite l'accès aux appels d'offres nationaux comme internationaux. C'est vraiment maintenant des critères discriminants, on le verra notamment au UK, ça n'a même pas la peine de répondre si vous n'avez pas mis en place par exemple des stratégies de décarbonation. C'est bien évidemment aussi une façon d'optimiser vos coûts, d'avoir une vraie maîtrise de vos coûts, puisque en fait, la RSE fait des économies quand vous maîtrisez votre consommation d'énergie, d'eau, de déchets, etc. Ça permet aussi d'avoir une meilleure image auprès de vos investisseurs et partenaires et parties prenantes, en fait, au sens large, et donc, par effet rebond, d'avoir accès à, par exemple, des financements verts ou encore des aides publiques ou privées. Je le disais et rappelé tout à l'heure, ça permet aussi de maîtriser vos impacts, mais aussi vos risques et opportunités auxquels vous allez être confrontés. Quand on se questionne sur ces enjeux, quand
quand on fait vraiment une démarche de diagnostic puis de stratégie RSE, on a une revue des risques auxquels vous êtes exposés. Je l'ai dit, ça nous permet on va dire, de planifier une stratégie à long terme, et donc bien évidemment, tout ceci est pris en compte. Donc il y a vraiment ici un vrai levier stratégique qui est extrêmement important. Et donc, ça vous permet d'être plus résilient vous-même, mais aussi sur l'intégralité de votre chaîne de valeur, parce que tout risque détecté, par exemple approvisionnement de matières premières, impact sur la biodiversité, ça vous permet d'agir en conséquence, d'avoir aussi une bonne compréhension de où est-ce qu'il est important d'investir demain pour faire face à ces risques. Et ça va être vraiment quelque chose de très décisif pour prendre des décisions stratégiques pour votre entreprise. Les deux derniers points pour lesquels on voit ça comme une opportunité pour les entreprises, c'est que ça va fidéliser bien évidemment vos clients, ça va vous permettre d'être plus compétitif de par votre discours, parce que vous allez être mieux-disant, parce que vous allez pouvoir vous distinguer, parce que vous allez attirer aussi des nouveaux clients ou gagner de nouveaux marchés. Et enfin, c'est indéniablement aujourd'hui une part importante de la marque employeur. Une entreprise qui soigne sa stratégie RSE et qui apporte de la preuve de ses engagements au travers de la communication, des indicateurs et un vrai engagement de sa part sur ces sujets-là, ça permet d'attirer des nouveaux talents, de faire de la rétention de nouveaux talents, et la jeune génération est assez sensible à ces sujets. Donc, c'est indéniablement aussi là un argument de compétitivité par rapport au recrutement et des sujets RH. Voilà pour le cadre. Et le dernier point, c'est pourquoi elle devient au final un levier d'accès au marché. C'est que l'ensemble des marchés aujourd'hui se verdissent, et que même sans obligation directe pour les entreprises qui seraient PME ou ETI françaises, elles vont devoir de plus en plus prouver leur conformité à la réglementation européenne à laquelle directement elle n'est pas soumise, parce qu'on va avoir des standards de marché qui vont s'élever, et on vous a listé ici, on y reviendra sur certaines réglementations, mais en fait, que ce soit en Europe ou à travers le monde, on a des réglementations qui émergent depuis plusieurs années, et on a aussi des cadres volontaires qui sont en train de se mettre en place. Et en fait, les nouveaux standards de transparence, de plan de décarbonation, de suivi aussi sur le devoir de vigilance et le respect des droits de l'homme, en fait, devient vraiment la norme, et on se doit de suivre ce mouvement assez rapidement pour ne pas être à la traîne, et d'être plutôt dans une dynamique volontariste si jamais on n'est pas soumis. De toute façon, énormément de vos clients notamment risquent de vous demander ce que vous faites. Sur cette deuxième partie d'intervention, maintenant que le cadre est posé, on va revenir sur le fait que, effectivement, si vous êtes une ETI ou une PME ou même une petite vraiment TPE entreprise, vous n'êtes pas toujours soumis, mais en fait, vous allez à un moment ou à un autre être dans la boucle de ce sujet, c'est-à-dire devoir prouver que vous faites quelque chose, que vous avez engagé des plans de transition, que vous avez réfléchi à votre responsabilité sociétale. Et il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, il y a un effet de ruissellement de la réglementation. Je pense que beaucoup de personnes ici sont au fait que la CSRD, même si en ce moment elle est en rediscussion pour élever les seuils d'application, la discussion continue demain au Parlement européen. Donc, je pense que d'ici la fin de la semaine, on en saura un petit peu plus. Même si vous êtes en dessous de ces seuils d'application, les grands groupes vont vous demander effectivement quelles sont vos émissions de gaz à effet de serre, vont vous demander aussi de reporter sur des données sociales. Et ça va être important pour vous de commencer à structurer
ces indicateurs, d'aller les regarder, les consolider. Et souvent, en fait, on voit que c'est un sujet de formalisation. On a plein de choses, on fait plein de choses, mais très clairement, on n'a pas mis ça sur le papier, c'est pas suivi d'année en année, on fait ça un peu quand on le demande. De notre point de vue, il y a urgence à structurer les choses pour pouvoir répondre sans trop de douleur à ces demandes qui arrivent et qui vont continuer à arriver. Et ça m'amène au deuxième point, c'est que il y a cet effet de ruissellement et que l'effet de ruissellement va jusqu'à le fait de répondre et de pouvoir répondre à des appels d'offres, aussi bien publics que privés. Les appels d'offres publics, on en a parlé, va y avoir des critères ESG qui vont être systématiques dans de plus en plus de marchés et notamment le marché français. Mais il y a aussi l'accès au financement. Avoir des indicateurs ESG prêts, suivis, structurés et intégrés à votre stratégie vous permet de sécuriser vos financements à l'avenir, que ce soit la BPI, l'ADEME et les banques, et on en parlera, viennent. Je vais vous donner la parole, Pascal. Effectivement, Pascal va pouvoir rebondir là-dessus. Oui, non, très rapidement, simplement vous dire qu'évidemment, vous le savez, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, dont le CIC est entreprise à mission. Et donc, vous le savez, chers adhérents et clients qui suivez ce webinaire, vous savez bien que c'est des critères qui rentrent complètement en ligne de compte dans les financements aujourd'hui qu'on peut mettre en place. Alors, c'est vrai que c'est toujours pour l'instant, avant tout, les grandes entreprises qui sont sous les fourches codines, mais chacun est impacté. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, évidemment. Mais comme Céline le disait fort à propos, nous y reviendrons un peu plus tard. Voilà. Les autres raisons, effectivement, ça vous permet aussi d'anticiper l'explosion de coûts d'exploitation de par de nouvelles réglementations qui vont arriver, comme les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, comme les taxes carbone qui vont être mis en application d'ici à quelques années. Ça vous permet aussi de minimiser vos risques marketing et de conformité dans la mesure où il y a eu de plus en plus de lois qui sont passées pour interdire certaines allégations. Donc, il faut vraiment bien regarder ce que l'on peut mettre en avant, ce que l'on peut dire et raconter et affirmer si on ne veut pas se faire retoquer et être soumis à certaines amendes. Et le dernier point, c'est l'accès au marché. Effectivement, si on veut s'implanter sur des nouveaux marchés en Europe, mais aussi à l'international. Les grandes réglementations européennes sur lesquelles on attire votre attention sont celles-ci. Alors, il y en a plein d'autres en fonction de votre secteur d'activité, mais il y a quand même pas mal de choses en ce moment qui sont en discussion, en ajustement d'un point de vue des seuils et des timings d'application. Mais il y a déjà le paquet CSRD et CS3D qui porte sur les rapports RSE des grandes entreprises, mais aussi sur tous les devoirs de vigilance. Comme je le disais, d'ici à la fin de la semaine, on sera fixé sur les seuils d'application, les timings d'application qui normalement devraient être confirmés pour 1er janvier 2028 sur votre activité 2027. Les mécanismes d'ajustement aux frontières aussi et le système européen d'échange des quotas d'émissions qui eux aussi sont en discussion et devraient entrer en application pour les PME et TUI à fin 2026 et courant 2027-28 pour les MACF aussi. Donc, c'est vraiment des choses à regarder de votre côté et à être vigilant à qu'est-ce qui est en train de se passer d'un point de vue européen et de la réglementation. On est sur, certes, de la simplification pour éviter de rajouter de la charge administrative, d'être sûr que voilà, on ne complexifie pas trop. Il en va de même pour le règlement zéro déforestation. Mais tout ça pose quand même un cadre qui incite les entreprises à faire attention à ce qu'elles font, comment elles font, à faire preuve de transparence, de traçabilité. Et quand je parle de transparence, c'est de donner à voir aussi ce qu'elles font, comment elles font et quels sont leurs axes de progrès. Donc, c'est vraiment une vraie dynamique européenne que l'on va retrouver aussi dans certains marchés.
Avant de passer la parole à Paolo, on voulait aussi vous partager quelques dispositifs, certains que vous connaissez sûrement très bien, pour favoriser la transition écologique et sociale, dans la mesure où vous pouvez vous dire qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup de choses à faire, par où commencer. Sachez qu'il y a des aides, notamment d'un point de vue français, qui sont données par la BPI, par exemple, par l'ADEME, par France 2030 aussi, par les prêts bancaires. Pascal, si vous voulez rajouter un mot Ouais, là-dessus pour compléter. oui, rapidement, ouais, vous savez que vous êtes client du CIC ou de la BECM, et vous savez que nous avons toute une gamme de prêts à transition énergétique, industrielle, numérique à impact, des prêts donc à transition qui sont évidemment liés au respect des facteurs RSE ou conditionnés, je dirais, à des améliorations de la RSE au sein de vos entreprises. Donc là, je vous invite élégamment à aller vers vos chargés d'affaires entreprises et à vérifier avec eux ce dispositif qui existe chez nous depuis assez longtemps déjà. Voilà. Merci, ma chère Céline. De rien. Il y a aussi les C2E, les dispositifs fiscaux. Et en fait, toutes ces aides, ainsi que les aides régionales, européennes, peuvent venir s'additionner. Elles ne sont pas exclusives. Donc, quand vous commencez à regarder le sujet, regardez aussi systématiquement à quelles aides vous êtes éligible en fonction de vos seuils, typologie d'activité, etc. Et en fait, beaucoup peuvent venir se compléter et s'additionner pour vous accompagner, ne serait-ce que par exemple dans le fait de réaliser un premier bilan carbone, de mettre en place une première stratégie, de venir financer des investissements, etc. etc. Donc voilà, le message, c'est il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi beaucoup d'aides et d'accompagnement qui sont mises en place pour faciliter cette transition. Je vais maintenant passer la parole à Paolo pour effectivement qu'on regarde et qu'on dézoome en dehors de la France et de l'Europe sur les attentes qui se renforcent à travers le monde. Il faut rallumer le micro. Paolo, ton micro. Et le voilà. Excusez-moi. Merci beaucoup, Céline. Donc, on parle un peu de c'est quoi les cadres internationaux pour les objectifs de développement durable. Donc, les cadres, la plupart des pays, des États, ils s'approprient de l'agenda 2030 des Nations Unies, quand même. Donc, ça, ce sont les 17 piliers sur les objectifs de développement durable. Et aussi, donc on peut voir que l'ESG ou la RSE est devenu aujourd'hui, bien sûr, un langage commun dans les mondes, pas que des affaires, mais on parle plutôt des affaires aujourd'hui. Mais selon les pays, ces langages ne se parlent pas de la même façon. C'est un peu, il a des priorités différentes, la pression réglementaire, ce n'est pas la même, les leviers d'action sont différents. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler pas de tous les pays, effectivement, c'est pour vous donner une idée avec trois marchés où ABG est présent. Donc, on va parler du Brésil, du Royaume-Uni et du Canada, pour illustrer trois approches complémentaires de l'ESG et pourquoi ces différences sont importantes pour des entreprises françaises déjà implantées ou qui souhaitent se lancer, s'internationaliser dans ces pays. Donc, je vais vite, là, je ne m'appuie pas beaucoup sur les slides, mais l'idée, ce n'est pas de lire, entrer dans les détails des résolutions ou des lois dans chaque pays, mais comme j'avais dit, c'est pour vous donner une idée comme ces pays, ils sont positionnés par rapport aux objectifs de développement durable. Donc, le Brésil, par exemple, donc l'ESG, c'est un gage de crédibilité et durabilité. Donc, c'est un peu
Aujourd'hui, on voit que le Brésil, ce n'est pas forcément un pays, on va dire, en termes de réglementation, il n'est pas très mature si on compare par rapport à l'Europe. Par contre, c'est un marché avec fort potentiel, mais aussi avec forte exposition. Donc, ça veut dire qu'il y a des risques climatiques, des défis sociaux, la complexité des gouvernances là-bas. Donc, dans ces contextes, l'ESG, RSE, elle devient un critère de confiance, en fait. Donc, c'est des crédibilités. Donc, les investisseurs étrangers, soit les grands groupes, les banques locales, soit banques publiques ou privées, tout le monde attend aujourd'hui des garanties sur la traçabilité, la diversité et aussi la conformité environnementale. Donc ça, c'est un sujet qui est de plus en plus... c'est plus une tendance, mais c'est un vrai standard de comment opérationnaliser ou comment une entreprise qui veut se lancer au Brésil ou qui est déjà présente là-bas, il faut s'organiser. Donc, quelques points clés sur les pays, sur le Brésil spécifiquement. Donc, aujourd'hui, les grandes sociétés, les grandes entreprises brésiliennes, on parle un peu du marché donc des appels d'offres, par exemple, exigent que leurs fournisseurs ont un engagement RSE documenté. Donc, ça, pour ces sociétés qui sont là-bas, ils veulent participer soit à des marchés publics ou privés. Donc, ça, c'est une best practice qu'il faut là-bas. Donc, après, les autres sujets, par exemple, la Banque nationale de développement, la BNDES, c'est une grande acteur aussi qui finance des projets d'implantation des sociétés brésiliennes et étrangères au Brésil. Eux, ils commencent à intégrer des critères RSE dans tous leurs financements. Donc, pour accéder à ces financements, les sociétés doivent formaliser et communiquer leur démarche ESG. Et aussi, donc, il y a beaucoup de clients internationaux qui exigent dans leur chaîne d'approvisionnement, surtout des sociétés européennes, pour être plus transparent au niveau RSE. Donc, par exemple, pour une société française qui veut s'implanter au Brésil, sans une stratégie ESG, ça peut être risqué. Ça peut être un risque d'être écarté de ces marchés publics ou partenariats internationaux. Et c'est encore plus important dans certaines chaînes de valeur. Donc, je vais vous parler un peu de la chaîne de valeur de l'automotive là-bas. Qui est dans cette chaîne de valeur, si la société n'est pas compliant par rapport à la réglementation ou à des best practices RSE, elles sont dehors, elles ne peuvent pas accéder à ce type de dispositifs. Et même, elle peut être, pour certaines sociétés de la chaîne de valeur, ça peut être elle peut avoir des amendes si elles ne respectent pas les règles en place. Donc, et là-bas, juste pour finir sur le Brésil, c'est une opportunité de différenciation. Donc, proposer des solutions responsables, investir dans la formation locale, par exemple, donc, dans les RH, et là on peut me voir la réglementation, on peut avoir l'équilibre, l'égalité hommes et femmes. Donc ça, le Brésil a passé des lois justement pour être compliant ou être aligné avec ces objectifs. Et bien sûr, si on parle des impacts environnementaux, et là-bas, donc soit il y a plusieurs chaînes de valeur aussi, mais je parle de la chaîne de valeur agroalimentaire. Donc il y a des enjeux très importants pour réduire les impacts environnementaux des sites de production. Donc, et là, ça tombe bien notre webinaire cette semaine à cause de la COP 30 qui
C'est fait pour, Paolo. donc ouais, c'est fait. Ouais, c'est justement pour ça. Donc ça, c'est donc on a des vrais enjeux. Si on parle de l'Amazonie, comment on va vraiment les sociétés qui veulent s'implanter là-bas, si c'est pas une question des choix en fait. Donc il faut être dans les cadres réglementaires ou même de best practice pour s'y différencier et avoir des opportunités plus intéressantes. Donc, je ne veux pas rentrer effectivement dans les détails du programme Mauvert, parce que là, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Je ne sais pas enfin, si les programmes, il est intéressant pour tout notre audience aujourd'hui. Mais les programmes Mauvert, c'est juste pour donner un exemple d'un programme, c'est un programme du gouvernement brésilien, dans la chaîne de valeur automotive, justement pour encourager la mobilité verte. Donc, c'est un programme qui a plusieurs phases. Donc, justement, la troisième phase, c'est les sociétés qui sont dans la chaîne des valeurs de l'automobile. Il faut qu'elles respectent plusieurs règles, bien sûr alignées avec les ODD de qui on avait parlé avant, pour accéder à plusieurs aides et crédits d'impôt qui va au-delà des 3,5 milliards d'euros. Donc on parle des montants qui sont assez intéressants pour des sociétés qui sont intégrées. Donc, et ça, c'est intéressant aussi, ces programmes, comme on parle de la chaîne des valeurs automotives. Bon, ça, on peut parler des PME implantés là-bas, on peut parler des grands groupes qui assemblent les automobiles, mais donc ils sont tous alignés justement pour être compliants. Et comme j'avais dit, dans la troisième phase, c'est justement être compliant avec l'ESG. Si on passe pour les deuxièmes pays, pour vous donner un autre exemple de comment, donc un exemple mature, donc les Royaumes-Unis aujourd'hui. Donc on a un niveau d'exigence qui réglementaire qui c'est très mature donc aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est probablement un des pays plus avancés en matière de réglementation ESG aussi. Donc, c'est pas justement une bonne pratique, comme on avait vu au Brésil, mais aussi une obligation formelle. Donc, pour les entreprises de taille moyenne et grande, et bientôt pour les TPE et PME. Donc, dans ces pays, donc on voit quelques donc on a les aujourd'hui au UK, on peut parler des transitions, enfin de TPT, donc ce sont des frameworks, ou même des réglementations à suivre, donc des obligations à suivre, mais aujourd'hui, les entreprises doivent publier chaque année, par exemple, leurs indicateurs ESG dans les cadres établis par la réglementation. Donc ça, c'est un point important à mentionner. Après, bien sûr, les investisseurs, les banques et les marchés publics, comme on avait constaté, exigent un reporting très clair et vérifiable. Donc, encore une fois, l'importance d'avoir une stratégie, une démarche là-dessus, si elle veut s'implanter au UK. Et quelques critères de durabilité des VN déterminants dans les appels d'offres, par exemple aussi. Donc, pour les sociétés françaises qui sont implantées ou veulent s'implanter là-bas, c'est justement, il faut être capable de produire des données ESG fiables, auditées et cohérentes. Donc, ça, voilà, c'est ça les enjeux aujourd'hui pour atteindre les exigences locales. Donc encore une fois, c'est pas
une question d'être conforme à la loi, mais surtout d'un avantage concurrentiel. Donc ça, c'est un fort enjeu que les sociétés qui veulent s'implanter là-bas peuvent avoir. Donc de plus en plus, les acteurs économiques, donc, on peut constater là-bas, refusent de travailler avec les fournisseurs qui ne peuvent pas se montrer performantes. Donc ça, si on parle d'une PME, une TPE qui veut se lancer ou exporter vers le UK, par exemple, et il n'y a pas cet alignement, c'est une manque de compétitivité. Donc c'est pour ça que je renforce le sujet. Donc, si on passe pour un autre cas concret aussi, donc les Canada. Donc, les Canada, c'est un pays où ABG est présent depuis plusieurs années aussi. Donc les Canada a un biais, un rapproche, encore une fois. Donc, ça, c'est un rapproche plus pragmatique. Donc aujourd'hui, les Canada, les Canada est un rapproche qui est plus orienté directement. Enfin, il essaye de faire la liaison entre les finances, l'innovation et les financements. Donc, si on peut parler de SGE au Canada, et si on peut donner des cas plus concrets, c'est un pays qui encourage activement l'entreprise à investir dans les transitions énergétiques, décarbonisation et technologie propre. Donc, si une société veut être financée par un acteur canadien, soit public ou privé, forcément, elle doit avoir ce type de approche. Sinon, c'est vraiment hors cible, donc ça c'est avec tous les programmes fédéraux et provinciaux au Canada, ils intègrent les critères ESG, RSE dans les crédits d'impôt. Par exemple, on a des crédits d'impôt spécifiques pour les sociétés qui sont alignées à la RSE, à la réglementation, et aussi, et bien sûr, les subventions. Au Canada, on a plusieurs possibilités de subventions, soit au niveau fédéral, soit au niveau provincial. Ouais. Et ça, c'est un sujet c'est très important aussi. Pour les grandes sociétés, donc encore une fois, c'est une exigence pour les fournisseurs, donc qu'ils soient conformes avec qui documentent leur démarche RSE. Bon, après, il y a bien sûr comme je l'ai déjà parlé, sur les banques publiques et aussi d'autres banques canadiennes, mais qui sont plutôt orientées au développement économique. Donc, les sociétés qui veulent se lancer à s'implanter une usine, par exemple, là-bas, il faut aussi qu'elles se conditionnent, c'est conditionné parfois à leur performance RSE. Donc, voilà, un projet, une société qui veut lancer un projet là-bas, qui cherche des financements publics ou privés au Canada, ou même des partenaires, c'est aussi un autre levier d'avantage. C'est un avantage compétitif d'avoir une vraie stratégie et une compliance et un suivi en place sur toutes les questions RSE. Donc voilà, donc je pense que je vais parler, je suis déjà presque à la fin là, de mon... Mais juste pour résumer, donc au Brésil, comme je l'ai dit, c'est un axe, un gage de crédibilité. Au Royaume-Uni, c'est une obligation, un facteur d'accès au marché, je dirais. Et au Canada, c'est un moteur d'innovation et pour ouvrir aussi des options de financement. Donc, les entreprises françaises, l'enjeu pour les entreprises françaises, en fait, donc l'enjeu, c'est vraiment de s'adapter à ces contextes locaux
et en valorisant leurs engagements globaux, comme on avait vu, bien sûr, alignés avec les ODD qui ont montré au départ. Merci. Merci, Paolo. Merci, Paolo. Pour conclure et pour pouvoir répondre à vos questions, je voulais quand même vous donner un aperçu de quelle était la feuille de route que vous pouviez commencer à élaborer pour pouvoir répondre de façon proactive aux exigences européennes, françaises, mais aussi à travers le monde, parce que il y a énormément de sujets qui se recoupent. Il y a les sujets de décarbonation, plan de transition, la due diligence sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. Et donc, en fait, c'est comment on construit une feuille de route qui répond à peu près à toutes les obligations auxquelles vous pourriez être confrontés. Il y a 9 points, je vais pas rentrer dans le détail, mais au moins ça vous donne un aperçu de quelles sont les différentes étapes. Effectivement, tout d'abord, c'est de cartographier vos obligations en fonction de où est-ce que vous opérez et de mettre en place au sein de votre entreprise une gouvernance adaptée et de s'assurer que le sujet de la RSE est traité au plus haut niveau, donc que vous ayez bien une personne dans votre comité de direction qui porte le sujet et qui permet une revue stratégique. On l'a vu au début, un sujet stratégique, donc ce n'est pas quelque chose en silo et en plus, pour pouvoir déployer ce qui va suivre. Le premier pas derrière, c'est de réaliser un bilan carbone et un audit énergétique quand c'est pertinent, par exemple quand vous avez des usines, parce que ça va vous permettre d'avoir une photo de départ et d'identifier des postes d'émission et des postes clairement d'amélioration, réduction de consommation d'énergie, amélioration de l'isolation, baisse des postes d'émission quand on parle de bilan carbone, et donc de pouvoir définir derrière une trajectoire climat. À côté de ça, je vous conseille quand même fortement de faire ce qu'on appelle une analyse de double matérialité ou pour les plus petites structures, une analyse de simple matérialité. Donc vraiment d'identifier vos enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux en faisant de la consultation de parties prenantes externes et internes pour pouvoir derrière les prioriser et savoir en fait quel sujet vous devez adresser en priorité, ce à quoi vous êtes exposé et ce qui guidera aussi derrière l'allocation des ressources, financement, etc. Une fois en fait que vous avez fait dans cette phase 2 et 3 cette espèce de diagnostic global, parce qu'on va parler aussi de sujets sociaux, il n'y a pas que la décarbonation, on va parler de biodiversité, etc. Vous pourrez enfin mettre en place une stratégie de décarbonation et une stratégie RSE bien en place avec des indicateurs que vous pourrez suivre et donc communiquer quand on vous les demandera dans, par exemple, des appels d'offres ou des demandes de financement. Derrière, ça veut dire mettre en place tout simplement dans vos opérations, vos achats, vos produits, tout ce que vous avez planifié de faire pour décarboner, pour mettre en conformité aussi votre chaîne de valeur, pour vous assurer que vous travaillez avec des acteurs qui sont aussi engagés que vous, qui vont commencer aussi potentiellement leur transition. Et bien évidemment, au-delà de sujets purement environnementaux, de bien aller adresser les sujets sociaux, diversité, inclusion, égalité salariale, etc., pour entamer aussi ce qu'on appelle une juste transition qui est inévitable si on veut adresser le sujet de façon pertinente et robuste. Derrière, il y a toute la partie financement et taxonomie. Pascal, je ne sais pas si vous voulez dire un mot dessus. Ouais, Céline, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, hein, mais en effet, je vais me répéter, mais en effet, c'est quelque chose chez nous dans le groupe qui est vraiment regardé de très près. Et encore une fois, nos clients le savent et ils savent très bien que cette vigilance qu'on apporte à la RSE auprès de nos grands clients, c'est quelque chose, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ruisselle vers les entreprises de plus petite taille. Et donc, c'est quelque chose dont aujourd'hui, on ne peut plus se passer. Il y a nombre de dispositifs dans le groupe pour aider nos clients je dirais, à aller vers cette démarche RSE ou pas que des prêts, mais aussi tout un tas d'aspects dans lesquels on peut là aussi les accompagner. Et encore une fois, je vais me répéter, mais je les engage vivement à aller retourner vers leur chargé d'affaires entreprise. Et vous savez peut-être que nous avons un responsable
RSE dans chaque banque régionale et donc qui saura mettre en place. Nous avons aussi l'Institut mutualiste, donc nous avons les structures adaptées pour vous accompagner. Voilà ce que je voulais. Merci. Et effectivement, une fois que vous avez identifié toutes ces aides, financements possibles pour vous aider dans cette transition, il faut bien évidemment engager vos parties prenantes et les former. Dans la mesure où, alors les former à plusieurs niveaux, hein, former le comité de direction, former vos collaborateurs, former aussi potentiellement vos fournisseurs, vos clients, peu importe. On n'arrivera pas à transitionner si on n'embarque pas tout le monde. Vous n'y arriverez pas tout seul dans votre coin. Donc en général, l'engagement des parties prenantes internes et externes est extrêmement importante pour que ça fasse sens et surtout que ce soit puissant et qu'il y ait une vraie montée en puissance collective. Et le dernier volet, c'est de mettre en place un reporting. Alors, ça, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire publier un rapport de 250 pages. Ça peut aussi commencer par mettre en avant ce que l'on fait et ce que l'on suit sur une page Internet, sur un petit document communicant qui sera appuyé par de la preuve et la preuve que vous apportez parce que justement, vous avez réalisé un bilan carbone, puisque vous avez fait une analyse de double matérialité et donc vous êtes légitime à communiquer aussi sur votre feuille de route pour que vos parties prenantes puissent voir les progrès que vous avez prévu de faire dans les années à venir et les sujets que vous souhaitez traiter en particulier et en priorité et en le justifiant. Donc voilà un petit peu si, à notre sens, hein, si vous respectez à peu près ces 9 étapes, vous serez en mesure de répondre à tous ces critères ESG, réglementation, à l'international aussi, pour mettre en place quelque chose une bonne fois pour toutes. Ouais. Est-ce que c'est pas juste une question là de Béotien? Oui. Est-ce que c'est pas un peu effrayant pour une entreprise ce genre de choses qui se et un de nos adhérents ou clients qui suit le webinaire qui voit ça se dit mais ça va me prendre une allocation de moyens quand même importante, quand bien même c'est incontournable, mais c'est pas quelque chose. Alors, c'est une très bonne question. Déjà, il faut savoir que si vous êtes une PME ou une ETI, vous avez un peu de temps. En général, c'est des choses qui se mettent en place sur 1 an et demi, voire 2 ans. Là, les réglementations CSRD, CS3D étant repoussées de 2 ans par rapport à cette année, on est dans une fenêtre où justement, vous avez le temps de vous préparer. La cartographie de vos obligations, vous pouvez le faire en interne en fonction de où est-ce que vous êtes implanté et ça peut aller assez vite en fait de ressortir les grandes réglementations des pays pour comprendre ce qu'ils vont potentiellement vous demander ou en tous les cas les grandes tendances qui arrivent. La réalisation du bilan carbone, si vous êtes en France, il y a des aides qui existent. On les a vite fait mentionner tout à l'heure. La BPI, si c'est votre premier bilan carbone, elle subventionne jusqu'à 40% de vos premiers bilans carbone. En gros, il y a un reste à charge de 6 000 € sur 10 000 € de budget. Il y a des partenaires agréés de la BPI qui réalisent ce premier bilan carbone pour vous et qui vous permet d'avoir des premières données, des éléments communicants pour pouvoir les partager à vos parties prenantes. Et surtout, il y a un atelier qui est réalisé avec vous et le consultant pour amorcer justement cette trajectoire de décarbonation. Donc ça va, voilà, c'est 6 000 € d'investissement pour un premier bilan carbone si vous êtes une entreprise relativement modeste en taille, j'entends. Un bilan carbone, ça prend entre 4 et 6 mois à faire. Donc oui, ça prend du temps. Mais je veux dire, c'est un peu le b.a.-ba. Les audits énergétiques, pareil, vous pouvez faire appel à des spécialistes qui vous aident à faire ces audits énergétiques s'ils vous sont demandés. Donc oui, l'investissement
déjà, homme et temps, il est relativement important. Mais ça vous demandera moins de temps de le faire à partir de maintenant et de le planifier sur l'année ou l'année et demie à venir en suivant toutes ces différentes étapes que de vous retrouver au pied du mur fin 2027 notamment, où on va commencer à vous assaillir de questions et où il va falloir avoir des indicateurs structurés, où il y aura aussi un risque business de vous faire sortir de certaines appels d'offres ou de référencement fournisseur, en fait, tout simplement. Donc, mais voilà, pour moi, c'est la bonne fenêtre en ce moment pour adresser le sujet. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette… Et surtout, en fait, juste un point, vous faites déjà beaucoup de choses. En fait, quand on regarde, il faut aussi que vous preniez conscience que toutes vos politiques RSE, toutes ces choses-là, toutes vos politiques RH, pardon, vos politiques anticorruption, d'éthique des affaires, etc., ce sont des piliers, des éléments d'une stratégie RSE au global. Donc, c'est souvent, il faut mettre un peu d'ordre dans la maison et vous ne partez pas en général de zéro. Donc, on peut aussi s'appuyer sur des choses que vous faites bien. Je tiens à le préciser. On part pas de zéro. Peut-être le mot de conclusion, avant de prendre peut-être encore une ou deux questions, c'est que je pense que vous l'avez compris, pour nous, ce n'est pas un coût, c'est vraiment un investissement et c'est aussi pour ça que là, les 1 an et demi, 2 ans à venir sont clés. C'est parce que ça va être vraiment un prérequis d'accès au marché à l'international. Ça va permettre, in fine, de renforcer vraiment votre compétitivité et votre attractivité, qu'elle soit investisseur, consommateur, talent, etc. Et il y a des financements qui existent pour accélérer votre transition et votre stratégie RSE. Voilà, c'est vraiment les 3 points, je pense qu'il faut retenir. Et il est urgent d'investir maintenant pour assurer l'avenir. Clairement, je crois que vous l'avez bien montré. Je crois que clairement, comme vous le disiez, Céline, pour ne pas se faire sortir d'appel d'offres ou de marché à l'international, c'est plus possible d'éviter la partie RSE, évidemment. Et nous, vous savez très bien qu'au contraire, on encourage vivement et même on demande à nos clients de regarder ça de très près, et clairement. Une question peut-être pour Paolo, que j'aurais posée, ou vous deux, je ne sais pas. On connaît les foucades du nouveau président US. Qu'on a déjà vu une fois. Est-ce que ce backlash US, à votre avis, il est durable au-delà de la durée de péremption de notre ami et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire tache d'huile, malheureusement? Alors effectivement, j'ose espérer qu'il ne sera plus là dans 3 ans. Au-delà de ça, moi, je trouve que ça oblige 2 choses. Ça oblige les acteurs de la RSE à repenser un peu leur approche, et je trouve que ça a pour, on va dire, point positif d'apporter encore plus de valeur ajoutée à ce qui pouvait être fait jusqu'à présent. Ça veut dire qu'effectivement, il y a les obligations réglementaires, mais pour moi, il y a surtout et avant tout un sujet de modèle d'affaires et de comment on construit un modèle d'affaires pour demain résilient, qui sera capable de faire face aussi à tout ce qui va arriver, le changement climatique, la perte de biodiversité, les inégalités, etc. Ce sont des réalités. Et c'est comment on se prépare à ça et comment en fait la RSE intègre vraiment ces sujets-là. Donc pour moi, quand on me répond oui, mais en ce moment il y a un backlash, très bien. Pour moi, c'est surtout la question de vous en tant qu'entreprise. Comment vous vous préparez à faire face à tous ces risques et à tous ces impacts qui arrivent pour de vrai, et comment on repense les choses, vos chaînes d'approvisionnement, vos achats, la façon dont vous opérez, etc., pour que justement demain vous puissiez exister. Le perroquet que nous fait Trump, enfin, c'est pas, ça me… Voilà, c'est pas trop le sujet pour moi. Ok, merci, c'est Paolo. Si je peux rajouter, enfin, je pense qu'il a aussi, quand on a parlé des chaînes des valeurs,
des financements aussi privés. Donc, il a plusieurs fonds d'investissement qui, si la société elle n'a pas une démarche RSE, c'est pas une cible. Donc, je veux dire, oui, bien sûr que qui avec Trump, ça peut être les démarches, on va dire, au niveau public et les incitations, elles sont faibles, moins importantes. Par contre, si on prend les chaînes de valeur, donc on parle des actions globaux et donc même des fonds d'investissement américains qui sont bien sûr alignés avec au centre, ils sont c'est un levier ou la RSE, c'est dans leur nez, donc c'est un peu ça. Bien sûr. Oui, bien écoutez, l'heure est passée très vite, mais elle est passée. Et voilà, merci Céline, merci Paolo de votre expertise sur ce sujet-là. Merci à vous pour l'invitation. Mais oui, nos chers adhérents qui sont là, que je salue, hein, j'en vois un certain nombre, je les salue vivement, peuvent retrouver évidemment le replay de ce webinaire. Le prochain, restez connectés sur l'app, notamment pour la date du prochain et le sujet, qui est en cours de préparation. On vous confirmera tout ça. Merci une nouvelle fois. Allez sur l'app ou sur le site pour retrouver nos nombreux événements qui arrivent, qui sont devant vous là jusqu'à la fin de l'année, et notre programme de formation une nouvelle fois. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.